Bonjour à tous, bienvenue et merci d'avoir répondu aussi nombreux, pour, ce webinaire de lancement des JNAI en Normandie. Donc je suis Sandra Dos Santos, la référente du centre ressources illettriste du Carrefour F de Normandie. Le webinaire, que nous organisons ce matin, on l'a mené, en en collaboration, et c'est une première, hein, avec, Géraldine Chambon, que vous voyez à l'écran, qui est chargée de mission à NLCI en Normandie, qui va se présenter après. Je vais juste rapidement vous rappeler les consignes avant de laisser la parole à Géraldine, hein. Donc je le redis pour ceux qui nous rejoignent, hein, en tant que participants, les micros et caméras sont coupés. Il n'y a que les intervenants qui ont leurs micros et caméras qui sont actifs. Donc vous pouvez réagir, évidemment, tout du long du webinaire, via le chat, hein. On va prendre toutes vos réactions, questions-réponses, et on les traitera au fur et à mesure. Je vois qu'elle a coupé sa caméra, mais c'est, ma collègue Aïcha Talbi, qui est, aussi au centre sourcillettrisme, qui sera en charge de gérer, toutes vos réactions dans le chat. Je rappelle aussi que, pour qu'il soit accessible en replay, ce webinaire est enregistré. Comme ça, vous êtes informés que vous êtes enregistré. Il sera disponible après en replay, on vous donnera le lien évidemment. Donc le déroulé, comme je l'ai dit, je vais laisser tout de suite après la parole à Géraldine Chambon, qui va nous présenter, justement les JNAI, comment ça va se dérouler cette année. Après, nous aurons donc Pascal Moulette, enseignant-chercheur, qui va nous parler de l'impact de l'illettrisme en entreprise et nous présenter l'outil Evagile. Et puis enfin, on aura aussi Anaïs Boroviac, qui est chargée de mission NLC, qui témoignera de justement l'utilisation d'Evagile à travers un projet pilote. Et puis, pour avoir un dernier témoignage plutôt là, régional, on aura Razida Werdan, qui est chargée de relations entreprises au Pôle emploi de Lisieux, qui reviendra sur les actions menées sur le territoire de Lisieux. Voilà pour le déroulé. Si vous avez des questions, je le redis, n'hésitez pas à les poser dans le chat, et je vais laisser dès à présent la parole à Géraldine pour la suite. Merci Sandra. Alors, je vais essayer de vous partager mes slides. Hop, normalement vous les voyez. C'est bon? Ouais, j'entends plus. OK. Parfait. Bon, voilà. Merci, d'avoir participé, de vous être inscrit à ce webinaire. Donc je me présente, je suis Géraldine Chambon. Je suis arrivée le 1er mars, sur le poste de chargée de mission coordinatrice au sein de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et donc on est dans le webinaire de mobilisation pour les journées nationales d'action de lutte contre l'illettrisme. Alors on prend les choses en amont parce que ces événements auront lieu du 8 au 15 septembre 2022. C'est la 9e édition, et donc je vais d'abord vous parler rapidement de ce qu'est la NLCI, au cas où des personnes ne connaîtraient pas. Voilà, donc c'est une agence nationale qui est un groupement d'intérêt public, qui a 3 missions: mesurer l'illettrisme pour mieux connaître les personnes concernées et offrir aux décideurs une vision claire des besoins, organiser et coordonner des actions sur le territoire, et outiller Heu, les, heu, les partenaires, afin d'améliorer la prévention et les actions de lutte contre l'illettrisme sur le territoire. Donc en ce qui me concerne, bien sûr, ce serait sur la Normandie. Non, ça bouge plus. Je vais essayer de sortir. Ah, voilà. Donc l'agence nationale est basée à Lyon, mais on est 18 chargés de mission, donc une personne par région, après depuis pas très longtemps. Les chargés de mission nationaux sont à Lyon, et moi je suis basée actuellement à l'Atrium à Rouen, au sein du Carrefour F. Donc je travaille étroitement avec plusieurs partenaires, dont le centre ressources illettrisme, Aïcha et Sandra, qui sont actuellement en visio avec nous. J'ai du mal à faire passer mes slides. Ouais, je suis sortie.
Donc les JNI, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous les voyez encore. Vous voyez encore mon... Non. On en voit plus là. Bon, alors je retourne dessus. Voilà. Peut-être que je peux rester comme ça va ou pas? C'est pour pouvoir les faire défiler Oui. plus facilement. Ouais. Alors, les GNI, qu'est-ce que c'est? C'est un temps fort qui permet de rassembler pendant une semaine, sous une bannière commune, des partenaires qui vont visibiliser des actions afin de prévenir et lutter contre l'illettrisme. Hop. Alors, on va essayer de parler de la petite histoire de des JNI, pardon. Donc ça a démarré en 2013, année où a eu lieu, où en fait, ces événements ont été labellisés grandes causes nationales. Et ça a permis de mettre vraiment en lumière, parce qu'il y a un ensemble d'acteurs qui se sont mobilisés, dont notamment les grands médias nationaux. Et ce temps fort, ça permet, hop, je passe à la slide d'après, ça permet d'illustrer. Voilà. De nommer le problème, de visibiliser quelque chose qui est généralement invisible, et de mettre en lumière, voilà, des structures locales qui permettent d'apporter des solutions adaptées. Donc du coup, en fait, ça a tellement bien marché que, d'année en année, des mots d'ordre ont émergé. Et cette année en particulier, il y a deux grandes causes. On est quand même, aussi grande cause lecture nationale, depuis, juin 2021. Et hop, j'essaie d'arriver à la slide d'après. Qui permet d'avoir une double labellisation, dont que je vous présenterai un peu plus tard. À la fois, celle des actions en faveur de la lecture et le mot d'ordre de cette année qui est lutter contre l'illettrisme au travail, parce qu'on est tous concernés. En fait, voilà, ça c'est la campagne de cette année. L'illettrisme au travail, pourquoi? Parce que dans les stats qui émergent des personnes qui sont identifiées comme étant en situation d'illettrisme, on se rend compte que 51% sont actuellement en poste. Donc la campagne de cette année vise spécifiquement ce type d'action qu'on aimerait voir émerger. Donc je vous laisse découvrir les visuels. Depuis que je sais lire, je suis mieux dans ma peau et toute l'équipe est plus soudée. Depuis que je sais lire, j'ai plus confiance en moi et les collègues le ressentent. Depuis que je sais lire, je me sens plus à l'aise et l'équipe va mieux. Donc une double labellisation, parce que du coup, la NLCI est membre de l'Alliance pour la lecture. Les JNI, c'est à la fois des actions donc, qui sont liées à la lutte contre l'illettrisme dans le monde du travail pour l'année 2021-2022, mais c'est également tout type d'actions qui permettent de visibiliser des acteurs qui souhaitent sensibiliser et lutter contre l'illettrisme sur le territoire. Voilà. Donc il y a une procédure. Toutes ces actions peuvent s'inscrire sous différentes formes, à la fois donc dessiner des barres, des témoignages. Le but, oui, de diffuser les témoignages, c'est assez important. Des points d'info, des forums associatifs. Il va y avoir énormément d'actions portées par les bibliothèques. On a un pôle emploi en Normandie qui est très, très dynamique. Heu et heu et du coup, tout type d'action que vous aimeriez voir émerger. La marche à suivre, bah, je l'évoquerai un peu plus tard parce qu'en fait, du coup, c'est l'ANSSI qui permet de labelliser, enfin, qui fédère ces actions et qui offre ce label. Hem Hop, je ne sais pas si on voit mon site. Voilà, le site donc illettrismejournée.fr. C'est donc cet espace qui vous permet de proposer une action. Donc là, c'est jusqu'au 10 août, mais en fait, ça peut c'est voilà, c'est la semaine du 8 au 15 septembre, mais vous pouvez proposer des actions. Enfin, en général, il y a une latitude, sur le mois de septembre, avec un fichier donc que vous pourrez déposer ici et puis, si vous souhaitez, échanger sur le mode d'action ou des outils que peut vous proposer, la NLCI ou le centre, ressources illettrisme, n'hésitez pas. Merci Géraldine. Bon, voilà, vous n'hésitez pas, comme a dit Géraldine, à poser des questions, hein, parce que
et puis Aïcha vous met au fur et à mesure dans le chat les liens aussi qui sont présentés. Donc on va laisser la parole maintenant à Pascal qui va donc vraiment maintenant axer sur l'entrée de l'impact de l'illettrisme en entreprise. Donc je laisse Pascal partager son écran et je donne la parole. Alors, je partage, si tout va bien, vous voyez ma page de présentation. Est-ce que ouais, c'est parfait. Bonjour à tous. Bonjour à tous et d'abord merci pour votre invitation au lancement de ces journées nationales de lutte contre l'illettrisme en région Normandie. Je vais me présenter très rapidement pour vous dire que, comme indiqué par Sandra en introduction, je suis enseignant-chercheur à l'Université Lumière Lyon 2. Je travaille sur les problématiques d'illettrisme de compétences clés depuis un certain nombre d'années sous l'angle de la gestion. Hein. J'enseigne la GRH, le droit du travail en particulier. Donc l'idée, c'est de pouvoir détecter au sein des entreprises quelles peuvent être les bonnes pratiques en matière de gestion des situations d'illettrisme. Je suis par ailleurs membre fondateur d'une chaire qui travaille autour de la question du management et de la santé au travail, en partant du principe qu'un management bienveillant contribue à la santé au travail. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de développer et de démontrer. Membre du comité d'experts et d'évaluation de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme depuis quelques temps, donc qui m'amène à réfléchir aussi aux moyens qui peuvent être déployés pour faire en sorte que sur cette problématique, on ait plus d'études, on ait plus de moyens pour détecter et mesurer l'état des situations. Et donc je suis là pour rendre compte de mes travaux sur ces questions d'impact des situations d'illettrisme en entreprise, hein, puisque je travaille sur deux plans, à la fois l'évaluation qualitative de ce que peut générer des situations d'illettrisme au sein des entreprises et organisations plus globalement, et puis impact financier, budgétaire, quantitatif hein, de ces situations, pour essayer de mieux sensibiliser les dirigeants, de leur permettre de détecter des priorités d'action par rapport à ce qui se passe concrètement. Et donc, dans ce cadre-là, je vais vous présenter effectivement, comme c'était indiqué, un outil de diagnostic des situations d'illettrisme en entreprise avec l'outil Evagile. Donc, je vous propose une intervention en 3 temps. D'abord, revenir rapidement sur l'identification des situations d'illettrisme, des éléments très rapides, vous verrez, mais pour bien resituer le contexte par rapport à ces questions d'illettrisme en entreprise. Identifier les impacts économiques et sociaux hein, de ces situations pour, encore une fois, aider les décideurs à définir des priorités et trouver des sources de gains financiers. Voilà. Et puis un outil pour mieux diagnostiquer l'état de ces ressources et surtout trouver des solutions pour agir et pour être orienté vers des personnes ressources qui pourraient aider ces structures à progresser à la fois sur les connaissances et puis sur le traitement des situations d'illettrisme. Voilà, je vous propose donc une intervention autour de 40-45 minutes. Je vais m'arrêter quelques fois pour qu'on puisse échanger, vous puissiez intervenir, poser des questions. Donc, nous avons un médiateur sur le chat. N'hésitez pas à poser des questions aussi par l'intermédiaire du chat. Hein, j'essaierai évidemment de traiter un maximum de questions au fil de l'eau. Alors, quelques éléments d'information pour revenir sur tout ce que l'on sait aujourd'hui sur les problématiques d'illettrisme en entreprise. On sait qu'on a globalement 6% des personnes en emploi qui sont en situation d'illettrisme. Tout à l'heure, Géraldine exprimait l'idée que on avait plus de 50% de ces personnes qui étaient en emploi. Donc, dans la population globale, 6% des personnes en emploi sont en situation d'illettrisme, 10% des demandeurs d'emploi sont concernés. Donc, on a un certain nombre d'éléments d'information qu'on connaît. Donc, dans la population en activité, on a bien ces 6% en moyenne hein, de personnes en situation d'illettrisme. Et vous voyez qu'on sait qu'on a certains secteurs d'activité qui sont plus affectés que d'autres, qui sont plus touchés que d'autres par rapport à ces problématiques, ne serait-ce que pour des problématiques d'illettrisme, mais quand on ajoute également la problématique français langue étrangère, donc pour des personnes qui seraient étrangères et qui n'auraient pas eu l'occasion d'apprendre le français dans un cadre scolaire français, on peut avoir des situations qui sont assez importantes à gérer. Donc dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture et la pêche, qui est le deuxième secteur d'activité dans lequel on retrouve classiquement, traditionnellement, hein, du fait des activités, le plus de salariés en situation d'illettrisme. Dans l'industrie également, et l'industrie tout confondu, on a certains secteurs de l'industrie qui peuvent ressortir un tout petit peu plus dans la chimie et la métallurgie, par exemple. Le BTP, qui est aussi une structure, un secteur d'activité qui est très touché par cette problématique du d'illettrisme, et qui plus est quand on rajoute la problématique français langue étrangère, comme vous le voyez, puisque là, on arrive à 15-16% hein, des personnes qui seraient en difficulté par rapport à la maîtrise de ces connaissances de base. Également les activités liées à la personne, le service à la personne en particulier. Et puis 2 autres secteurs d'activité dans lesquels les situations d'illettrisme, hôtellerie, bar, restauration et transport, donc dans lesquels, les secteurs par contre dans lesquels
ces taux d'illettrisme sont à peu près au niveau du niveau national, mais dans lesquels, avec la problématique français langue étrangère, on a une vraie problématique de gestion de ces ressources aujourd'hui à traiter, à gérer, et en particulier dans les contextes dans lesquels évoluent ces salariés-là aujourd'hui. Donc, ce que l'on sait par rapport à ces problématiques-là, c'est que finalement, on a des secteurs d'activité qui sont plus affectés que d'autres, hein. On voit l'agroalimentaire, la métallurgie, l'industrie, la pêche, etc., le BTP. Mais que globalement, aucun secteur d'activité n'échappe véritablement à cette problématique quand on introduit la problématique du numérique par ailleurs. Donc on reviendra sur cet élément, hein, d'illettrisme numérique ou d'électronisme. Aujourd'hui, on estime que chaque secteur d'activité évidemment est en mouvement par rapport à cette problématique-là, hein, de digitalisation, de robotisation. On introduit des tablettes, on introduit du numérique un petit peu partout. Et compte tenu de cette introduction de contraintes nouvelles par rapport à ce numérique, eh bien, on considère aujourd'hui que la problématique de l'illettrisme est un vrai problème pour chacun des secteurs d'activité. On est aussi en mesure d'indiquer quels sont les métiers qui sont a priori les plus touchés par rapport à ces situations d'illettrisme. Donc on sait que quand on a au sein des organisations des personnels de l'hygiène, de la propreté, des personnels de l'accueil, de l'entretien, de l'hôtellerie, donc autour des services essentiellement, hein, ben on est susceptible d'avoir au sein de ces effectifs des personnes qui sont en situation d'illettrisme. On a évidemment, comme je l'indiquais tout à l'heure, hein, des secteurs qui sont peu représentés comme le secteur agricole, le secteur de la construction, du bâtiment, de la restauration, du transport, de la logistique également. Et puis, globalement, des emplois de magasiniers, de personnel de traitement des déchets, des ouvriers employés, quel que soit le secteur d'activité, qui pourraient être aussi en souffrance par rapport à ces nouvelles exigences, et en particulier par rapport à ces exigences qui touchent aux compétences clés, si on va avoir une approche relativement générale de la problématique, et des situations d'illettrisme, si on est véritablement sur la question de l'écriture, de la lecture et du calcul. Donc des métiers particulièrement touchés, plus que d'autres, mais encore une fois, l'idée qu'aucun secteur d'activité n'échappe véritablement à la problématique. Ce que l'on sait également par rapport aux études disponibles, c'est que nous sommes aujourd'hui, ouais, c'est une statistique qui date de 2019, dans une situation où on estime qu'à peu près un quart de la population souffre par rapport à l'introduction de ces problématiques de numérique. 23% des Français s'estiment victimes de pratiques numériques et en difficulté face aux technologies, lesquelles relèvent de ces problématiques d'électronisme qu'on qualifie globalement avec deux éléments. D'abord, des personnes qu'on dit en difficulté dans les savoirs flux, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont énormément de difficultés à pouvoir aller chercher l'information, à traiter l'information, à digérer l'information, à la rendre disponible à quelqu'un d'autre qui en aurait besoin. Donc, on est bien dans l'idée de travailler autour de la question du savoir-flux, de la collecte jusqu'à la restitution de l'information pour qu'elle puisse servir, encore une fois, à d'autres ensuite. Donc, un premier niveau d'analyse par rapport à ces questions d'illettrisme numérique. Un second niveau d'analyse qui nous laisse penser que cette problématique d'électronisme, évidemment, elle révèle des difficultés par rapport à l'utilisation à la fois technique et cognitive des outils. Donc, ça peut être simplement l'idée de pouvoir utiliser un ordinateur, une tablette, un outil numérique. Et puis l'idée aussi que ce sont des personnes qui vont rencontrer beaucoup de difficultés, ou en tout cas qui vont chercher à contourner leurs difficultés en matière de communication par rapport à ces outils, parce qu'ils sont en difficulté dans la maîtrise des compétences de base ou des compétences clés plus générales. Voilà. Et donc on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près un quart des salariés qui seraient en difficulté par rapport à ces thématiques problématiques-là. Autre élément d'information par rapport à d'autres éléments que l'on connaît aujourd'hui sur ces situations d'illettrisme. L'idée, c'est de vous présenter le contexte général dans lequel on travaille aujourd'hui. Un retour de l'enquête ANDRH qui a été conduite dans le cadre du rapport de la mission illettrisme qui est sorti fin 2019, et laquelle enquête est présente dans le rapport, dans les annexes, entre la page 77 et 88, que nous révèle cette enquête auprès finalement de représentants de la fonction RH de l'entreprise, bien que selon les DRH, aujourd'hui, la lutte contre l'illettrisme rencontre quelques freins. Et ces freins sont liés d'abord à un foisonnement d'acteurs et de dispositifs, donc une nécessité, selon les DRH, de pouvoir clarifier quels acteurs travaillent sur cette thématique, quels acteurs peuvent apporter de l'expertise sur cette thématique, en tout cas vers qui se tourner concrètement pour faire en sorte de pouvoir avancer par rapport à ce sujet-là. Un manque de financement des formations par l'État, ou plus généralement, plus directement pour certains, une volonté de rentrer dans une logique d'incitation fiscale à faire. Voilà, donc, mais globalement,
d'après les DRH, l'un des freins est constitué par un sentiment, en tout cas, de manque de financement. Il peut y avoir aussi, évidemment, un manque d'information par rapport à ces financements, mais en tout cas, c'est l'état d'esprit. Un manque d'accompagnement spécifique et de simplification des démarches, donc avec l'idée de rentrer dans quelque chose qui peut être assez bureaucratique, assez complexe, qui va prendre du temps, vous voyez, donc des éléments qui sont aussi à traiter à ce niveau-là. Et puis, dernier point, important, évidemment, des difficultés d'identification et de prise en charge des difficultés. Donc, identification dans l'idée qu'on ne sait pas toujours qu'on est face à des situations d'illettrisme, on ne sait pas toujours comment faire par rapport à ces situations, on ne sait pas toujours comment prendre en charge des difficultés, comment orienter correctement les personnes qui révéleraient leur situation d'illettrisme parfois. Donc on se retrouve finalement, selon les DRH, avec à la fois des difficultés dans la prise en charge, des difficultés dans l'identification, des difficultés dans le retour sur investissement d'une action de formation qui pourrait être mise en place autour de cela. Et puis des difficultés à trouver des relais efficaces par ailleurs sur ces sujets. Donc globalement, un contexte qui nous montre que l'illettrisme ou l'électronisme, si on étend un tout petit peu par rapport aux problématiques numériques, est un sujet qui devrait être idéalement traité dans toutes les organisations, dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les branches professionnelles, parce qu'aucune n'échappe à ce mouvement-là. Un deuxième point qui précise que les DRH, en tout cas les personnes qui seraient en capacité de prendre des décisions par rapport à ça, pour impulser des politiques, pour impulser des dynamiques, pour déclencher des dispositifs d'aide et de financement, manque de ressources et de moyens pour bien faire. Et puis l'idée également qu'on a des métiers aujourd'hui qui sont dits en tension, dans lesquels on peut par exemple avoir des difficultés de recrutement. On peut avoir des difficultés à faire progresser les salariés en interne compte tenu de leur manque de qualification, de leur manque d'habitude de formation ou d'autres sujets qui font que c'est une problématique qui est particulièrement importante à traiter, d'où l'intérêt de placer ces JNAI sur la thématique du monde professionnel cette année. Voilà, je vous propose un premier arrêt, si vous avez des questions, des besoins d'échanger sur ce constat finalement, sur à peu près ce que l'on sait aujourd'hui de ce sujet de l'illettrisme en milieu professionnel. Est-ce que ça a généré des questions, des interrogations de votre côté, ou est-ce que je peux continuer et je referai des arrêts sur image, hein, c'est promis, mais si vous avez d'ores et déjà besoin d'échanger, de clarifier certaines choses, certaines notions, pour que je puisse continuer avec vous confortablement, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a eu des questions, des remarques. Eh bien, comme d'habitude, quand Pascal Moulette parle, on l'écoute et vos propos sont tellement clairs que pour l'instant, ça n'a pas suscité de Alors, questions. j'enchaîne, c'est parfait, on ne va pas Voilà, perdre de temps, comme ça on en garde pour la suite. voilà, tout à fait. Parfait. Alors, je vous propose maintenant qu'on travaille à partir de ce qu'on appelle les signaux faibles des situations d'illettrisme. Ça veut dire, vous l'avez compris, hein, que à la fois les services RH, parfois les managers de proximité, n'ont pas forcément conscience du niveau d'illettrisme de leurs salariés, de leurs collègues. Donc l'idée, c'est de pouvoir avancer par rapport à ce qu'on appelle les signaux faibles des situations d'illettrisme. Donc, quelles sont les situations de travail concrètes qui permettent de détecter qu'on pourrait être face à des situations d'illettrisme, qu'on pourrait être face, hein, on est bien sur du conditionnel, donc ça veut dire que chacune des situations que je vais vous présenter ne révèle pas forcément de situation d'illettrisme, mais en tout cas doivent permettre de se poser des questions. Et l'outil Evagile est construit sur ces signaux faibles et sur ces éléments d'information, sur ces comportements, sur ces événements concrets qui pourraient laisser penser qu'on est face à des situations d'illettrisme. Alors, autour de ces signaux faibles, on a l'habitude, en tout cas j'ai l'habitude, de travailler autour de trois types de situations. D'abord, on constate que parmi ces signaux faibles, on a évidemment des salariés qui sont en difficulté par rapport aux exigences des emplois du numérique, et on est dans des environnements aujourd'hui, dans des contextes professionnels dans lesquels on va être de plus en plus exigeant sur des questions de qualité, sur des questions de traçabilité, sur des questions de productivité, sur des questions qui globalement amènent à un relèvement général du niveau de qualification des emplois. Donc, premier signaux faible autour de ces difficultés face aux exigences des emplois du numérique. Second signaux faible avec l'idée que ces salariés-là, pour compenser cette forme de handicap, vont s'aménager des zones de sécurité, vont avoir d'autres réflexes de travail, vont pouvoir créer leur propre référentiel. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est d'essayer de détecter quel niveau d'investissement supplémentaire ces salariés-là mobilisent pour faire en sorte de garder leur emploi, pour faire en sorte de donner l'illusion parfois d'une parfaite maîtrise de leur situation de travail. Donc, second type de signaux faibles. Et puis, autre signaux faible par rapport à tout ce qui se joue au niveau social et psychosocial.
avec des salariés qui montrent un certain manque de confiance en eux, manque de confiance dans leur capacité à apprendre, dans leur capacité à se former, manque de confiance dans leur capacité à évoluer sereinement au sein de la structure, qui sont très stressés, qui vivent des situations d'angoisse qui peuvent être très importantes, qui ont peur, qui se cachent, qui dissimulent encore une fois leurs difficultés pour faire en sorte de pouvoir continuer à être employés au sein de la structure. Alors, je vais vous proposer de détailler rapidement ces signaux faibles et de vous indiquer concrètement hein, comment ils peuvent se manifester. Premier sujet sur les aspects plutôt sociaux et psychosociologiques des choses. Donc, des salariés qui manquent de confiance en eux, qui ont peur, qui se cachent, comment ça se manifeste? Ça se manifeste concrètement par des salariés qui vont avoir de grandes difficultés à prendre des initiatives, à se mettre en avant, à prendre la parole à l'occasion d'une réunion, à porter des projets, à faire en sorte de s'inscrire positivement dans une dynamique de progrès, d'évolution, de changement par rapport à ce qu'ils vivent. Donc, ce manque de confiance font qu'il y a à la fois évidemment une non-propension à vouloir se mettre en avant, à révéler potentiellement sa difficulté, et puis également une sorte de situation où on va s'auto-censurer par rapport à ce qui se passe, parce que dans la situation de ces salariés qui sont en situation d'illettrisme, on a l'habitude de chercher à maîtriser au mieux son environnement, au mieux les sollicitations. Et prendre des initiatives, c'est peut-être trop s'ouvrir sur des événements, des situations qu'on n'arriverait pas à maîtriser par avance, et donc on n'ose pas par rapport à tout cela. Donc, manque de prise d'initiative, c'est le premier signal que l'on peut retrouver par rapport à ces situations d'illettrisme. Pas ou peu de demandes de formation. Ce sont des personnes qui, évidemment, vont avoir non seulement des difficultés à se projeter, des difficultés à demander une formation. Demander une formation quand on a été en période d'échec scolaire, ça peut être très compliqué. Et puis donc des personnes qui peuvent échapper, on le verra, par rapport aux premières statistiques que révèle la problématique, aux premières statistiques qui ressortent d'Evagile, des personnes qui peuvent échapper au dispositif de formation pendant 10 ans, avec parfois des managers ou des dirigeants qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il y a des refus d'aller en formation, pourquoi est-ce que le jour où la formation a lieu, la personne est inlassablement absente, vous voyez, donc on peut avoir ces différentes situations. Des absences fréquentes également, ça peut être un signal de la situation d'illettrisme de cette personne, avec parfois des situations qui sont anticipées comme étant potentiellement révélatrices de leurs difficultés. Et donc, plutôt que d'être présente sur site, quand il y a un audit, quand il y a une personnalité extérieure qui va arriver, quand on accueille un stagiaire, voilà, donc quand il y a de potentielles sollicitations auxquelles on n'arriverait pas à faire face, ce sont des personnes qui préfèrent s'absenter ce jour-là, cette demi-journée-là, plutôt que de subir ce super stress et ces sollicitations potentielles. Et puis, ce sont également des personnes qui ont de très fortes inquiétudes par rapport à tout type de changement. Ce sont des personnes qui ont l'habitude de s'aménager des espaces et des zones de sécurité pour pouvoir évoluer à peu près, ce n'est jamais totalement, à peu près sereinement au sein de leur organisation. Et aujourd'hui, compte tenu du contexte auquel on les soumet, de changements technologiques, de changements numériques, parfois de changements d'organisation du travail, ça a été particulièrement le cas avec la crise sanitaire, où pas mal d'entreprises aujourd'hui essaient de réfléchir à de nouvelles formes de travail, nouvelles organisations, nouveaux temps de travail, voilà, donc on a beaucoup de changements. Et tous ces changements sont facteurs de perturbation et sont facteurs parfois de réponses qui peuvent paraître un peu violentes, de rejet, de refus, par rapport à ce qui peut être proposé, sans qu'on ne puisse détecter que ce changement finalement apporte des modifications dans un environnement que je me suis efforcé d'essayer de maîtriser depuis peut-être 10 ans, depuis peut-être 15 ans, depuis peut-être 20 ans. Et donc casser ces routines-là, ça occasionne évidemment beaucoup d'inquiétudes et beaucoup parfois de réactions qui peuvent paraître violentes de l'extérieur si on ne détecte pas qu'elles peuvent être liées finalement à des situations d'illettrisme. Donc premier type de signaux faibles autour de ces caractéristiques plutôt psychosociologiques, psychologiques des salariés en situation d'illettrisme. Deuxième point, des salariés qui sont en difficulté, comme je l'indiquais, face aux exigences des emplois du numérique. Alors ça génère simplement, j'allais dire, des erreurs, des problématiques de qualité, de productivité. Voilà, je n'arrive pas à faire le travail qu'on me demande de faire aujourd'hui compte tenu des nouvelles contraintes qu'on m'impose par rapport à des problématiques de qualité, de digitalisation de mon activité, etc. Donc ça c'est un premier aspect de non-qualité ou de sous-productivité finalement. Deuxième signal, ça peut être aussi un signal
quand dans une entreprise, ces salariés en situation d'illettrisme, pour compenser leurs difficultés, vont sursolliciter des collègues à qui on va demander de prendre en charge mon activité à ma place. Voilà, je n'arrive pas à remplir le cahier de consignes, je n'arrive pas à faire le reporting qui est demandé, je n'arrive pas à utiliser le tableau Excel ou je ne sais quoi, encore une fois, peu importe hein, l'outil de travail sur lequel on me mobilise, mais du coup, je demande à quelqu'un de m'aider. Voilà, donc on a beaucoup de situations de sursollicitation des collègues de travail, des personnes en situation d'illettrisme, et puis également une sursollicitation des hiérarchiques, des managers de proximité, pour redemander de l'information, pour s'assurer qu'on a bien compris, parfois aussi pour faire en sorte qu'il y ait une prise en charge du travail par ses supérieurs hiérarchiques, donc des glissements de fonction quelque part, hein, quand un manager détecte qu'à la fin de sa journée, ce salarié-là ne fait jamais le travail qu'on lui demande de reporting de son activité et il sait qu'il aura du temps lui-même à passer à la fin de cette journée pour compenser cela. Voilà, cette personne, on a détecté qu'elle ne le faisait pas et donc je vais faire à ma place. Donc des sursollicitations à la fois de collègues et de managers. Autre point très important pour détecter que potentiellement on peut être face à des situations d'illettrisme, l'impression de l'équipe d'être constamment en sous-effectif. Parce que chacun à son niveau va chercher à compenser la difficulté d'une, deux, trois personnes. Parce qu'on va passer plus de temps à faire ceci ou cela, on va passer plus de temps à communiquer, on va s'assurer que les choses sont bien comprises, on va construire parfois des référentiels complémentaires, des procédures complémentaires, des outils complémentaires pour faire en sorte de s'assurer qu'encore une fois les choses sont bien comprises. Et donc soit l'idée d'être surchargé sans forcément qu'il y ait de vraies raisons d'être dans cette situation, donc en sentiment de sous-effectif, ou alors, autre situation qui peut révéler des situations d'illettrisme, des équipes qui font beaucoup d'heures supplémentaires sans que ce ne soit forcément justifié par un surcroît d'activité. Mais comme tout le monde compense toute la journée et prend en charge le travail des autres, eh ben, il se trouve que l'équipe, dans son intégralité, peut générer des heures supplémentaires. Et puis enfin, dernier point sur ces problématiques d'illettrisme face aux exigences, eh bien, une incapacité finalement de la structure à faire face à ce qui se passe, et à faire face à ce besoin d'évolution avec des structures qui peuvent être amenées à s'auto-censurer parfois en estimant que son équipe n'est pas prête, son équipe n'est pas adaptée, son équipe n'a pas les qualifications nécessaires, etc. Et des salariés qui eux-mêmes ont de grandes difficultés pour pouvoir répondre à ces nouvelles exigences et qui parfois sont mis dans des voies de garage, préfèrent démissionner plutôt que d'être confrontés à des situations à risque pour elles, compte tenu de leur situation. Voilà, donc on peut arriver jusqu'à ces situations. Enfin, troisième type de signaux faibles par rapport à ces situations d'illettrisme, l'idée que ce sont des salariés qui vont déployer une énergie parfois très, très, très importante pour compenser, pour s'aménager des espaces, pour faire en sorte de donner encore une fois l'illusion d'évolution à peu près normale, voilà, dans ce contexte changeant, dans ce contexte mouvant, dans ce contexte qui devient de plus en plus exigeant. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste parfois par des salariés qui vont créer leurs propres référentiels, leurs propres outils. Je vais fonctionner avec des dessins, je vais fonctionner avec des couleurs, je vais fonctionner avec des notes, je vais fonctionner avec des enregistrements que je capte sur mon téléphone portable. Enfin, voilà, donc je crée mes propres outils de travail pour compenser la difficulté. Je me met aussi dans une situation où je suis peu en capacité de progresser, d'évoluer, de changer. Donc tout à l'heure, hein, je vous disais, fortes appréhensions par rapport à toute forme de changement, de chef, d'outils, de manager, d'espace de travail. Mais globalement, on peut détecter qu'une personne est en situation d'illettrisme quand elle refuse catégoriquement de changer de poste, d'aller en formation, d'évoluer, de progresser, et avec l'idée que plus de responsabilités ou ce nouvel environnement occasionnera pour elle une destruction finalement de tout l'environnement qu'elle s'était efforcée d'essayer de maîtriser jusqu'à présent. Création d'un réseau de solidarité locale, c'est une autre manifestation importante de ce qui se passe au niveau des situations d'illettrisme, avec l'idée que comme je n'arrive pas à faire, comme je n'arrive pas à répondre aux exigences, je vais encore une fois déployer des stratégies suffisamment intelligentes, et il y a beaucoup d'intelligence dans ce qui est fait évidemment, pour faire en sorte que ce soit d'autres, donc mes collègues, d'autres personnes, d'autres services. Parfois, ça peut être plus facile de se faire aider par quelqu'un qui est un petit peu externe au service, voilà, le service qualité, les personnes qui sont à l'accueil, d'autres professionnels en interne, pour faire en sorte que mon travail soit fait, mais mon travail soit fait avec un niveau de délégation assez fin qui me permet de faire prendre en charge l'activité par quelqu'un d'autre. Et puis donc, globalement, comme je l'indiquais précédemment, des personnes qui ont des compétences spécifiques très, très, très importantes, avec
avec l'idée que ce sont globalement des personnes qui ont pu depuis 10 ou 15 ans observer très finement tout le travail, tout l'environnement de travail, toutes les exigences liées au travail pour s'adapter à cela et pour compenser et pour trouver ces stratégies de contournement, et qui donc ont une intelligence situationnelle qui est très très forte, qui est très importante et qu'il faut idéalement valoriser dans une action de remédiation ou de relèvement des compétences. Donc aujourd'hui, on a la certitude que l'ensemble de ces signaux faibles peuvent être mobilisés au sein des organisations par ces salariés en situation d'illettrisme. Et ce qui explique aussi que les managers, les dirigeants n'ont pas forcément conscience du niveau réel des situations d'illettrisme au sein de leurs effectifs. Alors, quelles incidences cela peut avoir? Évidemment, ça a des incidences en termes de coûts, hein. Je vais aller au plus simple. Tout à l'heure, je vous disais qu'être en situation d'illettrisme, ça peut occasionner des erreurs, ça peut occasionner des sous-productivités, ça peut occasionner des défauts de fabrication, ça peut occasionner des services rendus qui sont pas satisfaisants. Donc ça occasionne des coûts, évidemment, et l'idée, c'est de pouvoir mesurer ces coûts. Je vous indiquerai tout à l'heure quel est notre niveau de connaissance par rapport à l'étendue de ces coûts. Ça génère évidemment aussi des éléments sur la performance dite sociale ou psychosociale qui sont aussi importantes, ces incidences-là, que sur l'aspect économique, hein. Quand quelqu'un est stressé toute la journée, il vit dans une situation d'inconfort permanent depuis 10 ans ou 15 ans, c'est évidemment autant insupportable que l'idée que des entreprises perdent de l'argent par rapport à une non-remédiation efficace de ces questions-là. Mais en tout cas, il y a du mal-être, il y a un certain nombre de situations qu'il faut apprendre à gérer. Ça génère ces situations-là soit de l'évitement quand je préfère être absent, soit du contournement, par exemple, quand je préfère créer des outils pour malgré tout essayer de fonctionner à peu près convenablement. Alors évidemment, tout cela, ça a aussi des incidences, hein, sur l'aspect coût, hein. Quand je passe mon temps à créer mes propres référentiels, ben, je vais perdre du temps, je serai sous-productif, je serai amené à sursolliciter peut-être mes collègues. Donc ça génère des coûts indirectement, mais l'idée, c'est de pouvoir détecter tous ces aspects-là. Alors, en termes d'impact, on sait aujourd'hui que les situations d'illettrisme génèrent des surcoûts liés à ces régulations d'erreurs ou à ces difficultés. Tout à l'heure, je vous disais, quand un responsable est obligé tous les jours de prendre en charge le travail de son collaborateur, c'est pas normal, il n'est pas payé pour ça. Donc il y a une forme de sursalaire, si vous voulez, par rapport à cette activité qui génère des coûts. Il y a de l'absentéisme lié à ces situations. Il y a parfois des structures qui s'efforcent, qui s'évertuent de monter des dispositifs de formation et qui s'aperçoivent le jour J que cette personne, encore une fois, n'est pas là, n'est pas au rendez-vous. Donc évidemment, là, ça génère des coûts également, des heures supplémentaires, un certain nombre de coûts économiques directs, on va dire, hein, par rapport à ces situations. Des éléments plus indirects sur l'idée que parfois, détectant que leur personnel n'a pas un niveau de qualification suffisant, des structures qui vont peut-être s'auto-censurer dans leur développement, qui vont peut-être pas aller au bout d'un projet qui voudrait qu'elle pourrait passer vers un système d'organisation, de production, de management X ou Y. Voilà, donc des freins au développement en tout cas de nouveaux projets, et puis des risques. Alors des risques qui comme leur nom l'indique, sont difficilement évaluables, mais on peut aussi sensibiliser une structure sur les risques de sécurité, par exemple, que pose le non-traitement de ces problématiques d'illettrisme avec des personnes qui, compte tenu de leur manque de maîtrise des consignes, leur incapacité à lire des processus, des procédures, un certain nombre d'éléments, du coup, peuvent être en difficulté pour respecter ces consignes liées à la sécurité, et donc il y a des risques par rapport à ces questions-là. Surtout pas, évidemment, attendre qu'on ait un accident pour se poser la question du pourquoi, de la source, de la cause, pour ensuite être dans une logique de traitement. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc des impacts sur la performance économique, des impacts sur la performance et sur la qualité de vie au travail, évidemment, hein, sur ces questions de mal-être au travail, avec des salariés qui nous expliquent, hein, qu'ils ont peur, qu'ils sont stressés, qu'ils paniquent face à l'envahissement des écrans, des chiffres, des procédures, de tout ce qui aujourd'hui envahit un tout petit peu les espaces de travail. Des fortes appréhensions par rapport au changement, je ne vais pas revenir dessus, mais l'idée quand on rencontre des personnes en situation d'illettrisme, ce sont des personnes qui ont tellement d'appréhension par rapport à cette perspective de changement qu'elles commencent par nous dire « tout va bien, je vais bien, ne changez rien, ne m'amenez pas vers un dispositif qui va me mettre en difficulté par rapport à tout ce que j'ai construit jusqu'à présent ». Donc on est vraiment dans ces personnes-là qui peuvent elles-mêmes s'auto-censurer par rapport à ces évolutions potentielles.
Elles développent également, ces personnes, un sentiment de non-intégration, de non-appartenance, vous voyez, par rapport à un monde finalement qui leur échappe un tout petit peu, le monde des écrits en particulier, mais ça peut être le monde de l'information, de la communication, un certain nombre de sujets sur lesquels, effectivement, par rapport à ce qu'elles estiment être une norme, leur passerait un petit peu à côté. Et puis, comme je l'indiquais tout à l'heure, des organisations avec des tensions, des climats sociaux qui peuvent paraître un petit peu dégradés par rapport à ce qui se passe, compte tenu du fait que chacun va chercher un petit peu à compenser les situations. Dernier point sur les exemples d'impact, sur les questions de réputation de marque employeur. On se rend compte que ces situations d'illettrisme, elles peuvent, excusez-moi, générer de l'insatisfaction par rapport à des usagers, par rapport à des clients, par rapport à une qualité de service rendu qui ne paraîtrait pas optimale, hein, compte tenu du cahier des charges qui est fixé. Et donc, ça peut poser un certain nombre de difficultés, en particulier des difficultés d'une structure dont on se dirait, bah, tiens, elle emploie les salariés qui sont en difficulté, elle ne fait rien pour faire avancer, elle ne fait rien pour faire en sorte de traiter ces questions-là. Et donc là, peut se poser la question de la responsabilité sociale de l'entreprise à faire, à accompagner, à faire en sorte que elle puisse être en capacité de prendre en charge ces situations-là, qui sont parfois des situations assez dramatique, vous l'avez compris, pour l'état psychologique de ces personnes. Donc, par rapport à toutes ces questions et tous ces éléments, et compte tenu des études qui ont pu être faites sur ces questions-là, on sait aujourd'hui que la non-remédiation aux situations d'illettrisme coûte globalement à une structure entre 2 et 6% de son montant de masse salariale. Et tous les ans, et qui plus est, si le temps passé à ne pas traiter est important, hein, on a ce niveau de déperdition-là, qui montre que toute entreprise, organisation, publique comme privée, hein, évidemment, peut avoir un intérêt d'abord financier à faire pour regagner en performance, en productivité, en qualité, et en même temps pour faire en sorte que ces salariés puissent mieux vivre leur situation de travail. Voilà, je vous propose un nouvel arrêt à ce stade-là pour voir si vous avez des questions et si ça génère des interrogations à votre niveau. Alors, excusez-moi, ça fait un peu d'écho, Pascal. Si vous pouvez juste fermer votre micro et vous pourrez le rallumer. Oui, alors si je Voilà. ferme mon micro. Non, mais c'est bon, il n'y a plus d'écho. Bon, voilà, c'était juste pour pas gêner. Voilà, donc il y a quelques réactions, effectivement, de personnes qui trouvent le sujet très intéressant. Une question sur, la prise en charge financière, des actions, de lutte contre l'illettrisme, mais Anaïs y a répondu, donc si elle veut compléter, pas de souci. Et puis une question de Sylvie, pour vous, Pascal, pour savoir si vous avez des informations concernant le risque d'illettrisme chez les encadrants? Alors, le risque d'illettrisme chez les merci pour cette question déjà. Le risque d'illettrisme chez les encadrants, il peut être présent déjà. Ça veut dire que dans certaines organisations, c'est pas parce qu'on est responsable, chef, encadrant, manager de proximité qu'on n'est pas en situation d'illettrisme. Évidemment, ça dépend un petit peu comment est-ce qu'on a gravi les échelons jusqu'à présent et à partir de quels critères on a pu gravir ces échelons-là. Alors, ça paraît plus compliqué, évidemment, quand on est, par exemple, dans la fonction publique avec des catégories B ou A, parce qu'il faut passer des concours, on progresse avec l'idée qu'on doit passer à un moment ou un autre devant un écrit pour pouvoir justifier d'un niveau, pour pouvoir rédiger, passer une épreuve, etc. Donc, j'ai tendance à penser que dans la fonction publique, on peut être moins confronté à ces situations. Mais dans le privé, et j'ai vécu quelques cas, hein, pas beaucoup, hein, honnêtement, mais l'idée, c'était plutôt de travailler sur des publics employés ouvriers et moins sur les managers et les cadres. Mais parfois, effectivement, on a des personnes qui ont progressé au sein de la structure parce que on les a estimés bons professionnels, bons techniciens. Et peut-être aujourd'hui que ce sont des bons encadrants, des bons managers d'équipe qui peuvent se retrouver effectivement aussi en situation d'illettrisme. J'ai en mémoire 2 cas. Un cas dans une structure de l'hôtellerie dans laquelle on avait une chef d'étage qui était en situation d'illettrisme et qui elle-même gérait des personnes en situation d'illettrisme et qui se retrouvait en grande difficulté par rapport à cela, évidemment, hein. Ça a occasionné des tensions, ça a occasionné un climat social dégradé, ça a occasionné parfois
des petits pics de la part de certaines de ses collaboratrices sur son niveau de français, sur son niveau d'écrit, donc des situations très complexes à vivre psychologiquement. Et puis une autre situation dans une structure de l'industrie dans laquelle j'ai rencontré une personne qui gérait simplement quatre autres personnes, donc un niveau de management de proximité. Très bonne technicienne, vraiment, qui connaissait très bien les produits, qui connaissait très bien la façon de faire, donc un savoir-faire important, mais qui se trouvait effectivement en difficulté quand il s'agissait de référencer, de créer des procédures, de rentrer dans une démarche qualité, parce que des difficultés à verbaliser, des difficultés à se représenter l'activité dans l'espace, dans le temps, vous voyez, donc il y a aussi des éléments cognitifs qui peuvent rentrer en compte quand on évoque ces questions-là, et qui la mettait en difficulté du coup pour pouvoir orchestrer son activité, pour pouvoir la manager convenablement, donc elle était elle-même en situation de stress par rapport à cela. Donc oui, c'est pas parce qu'on est responsable ou chef de service ou autre qu'on n'est pas en situation d'illettrisme. Je pense quand même que ça reste relativement rare par rapport à toute la population ouvrier, employé, agent classique qui évolue malheureusement en plus grand nombre dans ces situations-là. Eh ben, il n'y avait pas d'autres questions, Pascal, donc je vous Eh invite bien, à continuer vos alors propos. je continue, je ne sais plus à quel niveau je partage. Vous allez me dire si vous voyez toujours mon écran ou pas, s'il vous plaît. Non, Non. on le voit. Vous ne le voyez plus. Alors, je reviens à la base. Je vais faire comme Géraldine tout à l'heure. Et je vais repartager. Hop. Est-ce que c'est bon là? Oui, c'est bon. Super, merci beaucoup. Alors, il me reste une dizaine de minutes pour vous parler d'Evagile à présent. L'idée d'Evagile, c'est d'aider les structures à se positionner par rapport à ces questions d'illettrisme, à savoir un petit peu quelle peut-être, hein, on n'est pas sur une approche scientifique des choses, on est dans l'idée de proposer un outil qui va susciter des questionnements, qui va susciter un regard un petit peu différencié des choses. Voilà. L'idée, c'est d'obliger la structure à faire un pas de côté pour regarder différemment ces situations de travail. On est aussi dans cet état d'esprit-là, avec malgré tout l'idée d'apporter un résultat concret et si possible intéressant, pertinent sur la situation d'entreprise, pour que cette entreprise ensuite elle puisse solliciter des ressources qui vont pouvoir l'aider et l'accompagner d'abord à mieux lire sa situation et puis à faire et à agir derrière. Alors cet outil Evagile, alors j'ai oublié de vous dire qu'il était gratuit à disposition de tout à chacun, hein. Il vous suffit d'aller sur l'adresse qui est indiquée en haut à gauche de l'écran, là, evagile.fr. Voilà, un outil gratuit et ouvert à tous. Globalement, pour qui est-il fait cet outil-là? Alors, il est fait évidemment pour des membres de la direction qui s'interrogeraient sur son niveau d'illettrisme. Donc, moi, en tant que dirigeant, en tant que DRH, je me rends sur Evagile pour essayer d'avoir une estimation d'un certain nombre de problématiques par rapport à ces questions-là, ou il est utile évidemment aux managers hein, qui souhaitent détecter concrètement quelle est la situation de ses effectifs, et peut-être que ça peut être intéressant que ce soit lui qui passe par Evagile parce qu'il peut avoir un regard plus fin de ces signaux faibles et de ces situations concrètes de travail. Donc direction d'entreprise ou manager, premier point. Direction d'entreprise et manager, ça peut être intéressant évidemment d'avoir dans une entreprise plusieurs personnes hein, qui font ce test-là. Alors, l'outil ne permet pas de consolider les résultats à l'échelle d'une entreprise. Il n'a pas été prévu comme ça et c'est d'autant mieux qu'il n'ait pas été prévu comme ça finalement parce que l'idée, quand plusieurs personnes au sein de la même structure vont sur l'outil et réalisent leur diagnostic de la situation à leur niveau par rapport à leur perception des choses, bah, ça peut être un très bon moyen de déclencher une réunion de travail, de déclencher des échanges autour des résultats trouvés par les uns et les autres pour que la dynamique en termes d'échange, en termes de dialogue puisse commencer à apparaître autour de ces questions-là. Donc la direction de l'entreprise et les managers, et c'est plutôt pas mal si chacun des niveaux s'investit sur cette thématique-là. Évidemment, ça peut être utile à d'autres parties prenantes. Je pense par exemple aux organisations syndicales, aux sections syndicales, hein, qui peuvent aussi porter ce message-là et qui peuvent aussi
passer par Evagile pour essayer de tester quel peut être leur niveau de représentation des situations d'illettrisme au sein des effectifs pour agir, pour porter une parole, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des choses qui se traitent au niveau d'un CSE, qu'il puisse y avoir des choses qui se traitent au niveau d'une commission santé-sécurité au travail. Vous voyez, donc il peut y avoir des relais internes intéressants au sein de la structure qui pourraient passer par ce diagnostic. Alors, ce diagnostic, il est construit en 3 niveaux. Un premier niveau qui n'est pas très utile à la connaissance par rapport à ces problématiques d'illettrisme, il est surtout utile pour qu'on puisse faire connaissance avec le répondant. Qui il est, dans quel secteur d'activité il travaille, le public, le privé, les effectifs de son entreprise. Vous voyez, donc des éléments qui permettent de caractériser qui est le répondant. Et qui finalement ne sert qu'au traitement statistique des données ensuite, pour potentiellement pouvoir faire des recoupements sur les analyses qui sont réalisées, en particulier par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme qui gère ce back-office. Un deuxième niveau, toujours autour de 10 questions, et ce deuxième niveau, il permet d'informer le répondant sur son risque d'être confronté à des situations de crise. Je vais vous montrer cela rapidement. À l'issue du niveau 2 et à l'issue de 10 questions, assez simples, encore une fois, sur son organisation, sur sa façon de traiter de certaines thématiques RH, de recrutement, de formation par exemple, eh bien, on arrive à indiquer au répondant s'il a un risque de 10%, de 25%, de 50% ou de 75% d'avoir au sein de son effectif des personnes en situation d'illettrisme. Pas 10% de salariés en situation d'illettrisme, pas 25% de salariés en situation d'illettrisme, mais un risque d'avoir au sein de son entreprise des situations d'illettrisme. Donc ça, c'est le second niveau. Et à partir du moment où on atteint 25, 50 ou 75% de risque d'avoir au sein de ses effectifs des personnes en situation d'illettrisme, on passe au niveau 3. Et ce niveau 3 reprend les problématiques de signaux faibles que j'ai exposées précédemment, avec 21 questions sur des situations concrètes de travail qui permettent de mesurer à quel point ces situations génèrent des coûts, génèrent des stratégies d'évitement ou génèrent des stratégies de contournement auprès des effectifs. Voilà, cet outil, il avait vocation à proposer ce diagnostic-là et cette photographie-là de sa situation en peu de temps. Et aujourd'hui, force est de constater que les personnes qui sont allées, les personnes qui sont allées jusqu'à présent sur l'outil Evagile passent en moyenne à peu près 7 minutes pour aller au bout de ces trois niveaux. 6 minutes 49, voilà, sur les statistiques sur le back-office que j'ai analysé jusqu'à vendredi dernier. Donc, entre globalement 6 et 7 minutes pour faire le test, donc un outil rapide pour avoir une estimation de l'état de sa situation par rapport à ces questions-là. Donc, cette phase 1, faire connaissance avec le répondant, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, si vous le voulez bien. 10 questions pour faire connaissance avec le répondant, donc qui sont surtout utiles à l'exploitation statistique des réponses. Je vais aller vite, voilà, ce sont des questions autour des effectifs, autour de la culture de l'entreprise par rapport à certaines thématiques. Deuxième niveau, plus important, identifier les risques d'avoir des salariés ou des agents en situation d'illettrisme au sein de l'effectif. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir mesurer les risques d'être confronté à ces questions-là pour sensibiliser la structure, pour lui indiquer, attention, vous avez au sein de votre organisation des caractéristiques qui font que certaines des personnes peuvent être en situation d'illettrisme. On n'est pas sur quelque chose de scientifique, hein, on n'est pas sur l'idée de pouvoir mesurer un taux de situation d'illettrisme. On est sur est-ce que je suis susceptible, compte tenu de qui je suis et de mes modalités de fonctionnement, d'avoir au sein de mes effectifs des personnes qui relèvent des situations d'illettrisme. Et donc là, on pose encore une fois 10 questions, et ces 10 questions nous amènent à un score, un taux de risque de 10%. À ce moment-là, le logiciel va m'inviter à quitter, parce que je ne suis pas, a priori, confronté à des situations d'illettrisme. Je vais avoir 25% de risque, je vais avoir 25% de risque très peu susceptible, 50% de risque, je suis susceptible, 75% de risque, je suis fortement susceptible. Alors, quelques illustrations pour vous permettre de mieux comprendre cela. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on s'est dit, je sais que par exemple dans le secteur de l'agroalimentaire, j'ai un taux de situation d'illettrisme qui est supérieur à la moyenne. Donc si la personne nous dit, je suis dans l'agroalimentaire, l'algorithme du logiciel Evagile va me dire, attention, là je suis dans un secteur d'activité dans lequel potentiellement j'ai plus de risques que s'il m'avait dit qu'il était dans un autre secteur. Ça, c'est une première illustration possible. Si le répondant me dit, moi j'ai majoritairement des ouvriers, ou s'il me dit, moi j'ai majoritairement des cadres, évidemment, vous voyez bien que en termes d'incidence potentielle sur des situations d'illettrisme au sein de la structure, l'effet ne sera pas le même. Donc l'idée autour de ces 10 questions, c'est d'avoir construit un algorithme qui nous permet
finalement d'arriver à cette mesure du risque. Et donc, je vais arriver à 75% si je suis dans un secteur d'activité dont on sait qu'il a au sein de ses effectifs des personnes qui sont a priori en situation d'illettrisme, en tout cas plus que dans la moyenne nationale, quand j'ai en majorité des ouvriers, quand j'ai en majorité des personnes qui sont pas ou peu diplômées, dont on me dit qu'elles ne sont pas avec un niveau de qualification très important, quand on me dit également que c'est une des questions de ce niveau 2, quand on me dit également que certaines personnes ont pu échapper au dispositif de formation depuis 10 ans ou plus, voilà, donc exclues globalement des systèmes de formation. Quand on me dit également au niveau de ces questions-là que je ne teste pas forcément à l'entrée quel est le niveau de maîtrise de l'écrit, de la lecture et de l'écriture, donc quand finalement au niveau du recrutement, ma situation d'illettrisme peut échapper au recruteur, donc quand on me dit tout cela, ben effectivement, je peux estimer qu'il y a un risque qu'au sein de ma structure, j'ai des personnes qui soient en situation d'illettrisme sans que je n'ai forcément conscience de tout cela. 10%, encore une fois, à l'extrême, c'est quand j'aurai un secteur d'activité dans lequel on me dit bah, moi, j'ai que des ingénieurs, j'ai que des cadres, j'ai que des personnes dont on teste le niveau d'écrit à l'entrée. J'ai aucune personne qui n'a jamais été exclue d'un dispositif de formation. Voilà, 100% de mes salariés sont formés tous les ans, etc., etc. Là, on va estimer qu'on a peu de risques d'échapper à la connaissance, d'échapper à la maîtrise de cette problématique de l'illettrisme, et qui plus est, peu de chances d'avoir au sein de ces effectifs des personnes qui seraient dans ces situations. Et puis, au-delà de ces 10 à 75%, en fonction des réponses données, entre 25 et 50. Donc là, c'est le résultat amené par le niveau 2. On a une troisième phase, un niveau 3, donc à partir du moment où j'arrive à 25, 50 et 75% de risque, eh bien, on va me proposer de continuer à partir de 21 questions qui vont permettre de détecter quelle est l'incidence de la situation sur les stratégies d'évitement, sur les stratégies de contournement et sur le coût financier. Et donc, je vais arriver à un résultat final où on va m'indiquer que l'incidence coût par rapport à mes réponses à ces 21 questions sont par exemple ici de 13 sur 23, l'incidence évitement de 13 sur 23, l'incidence contournement de 9 sur 23. Ça veut dire qu'on est dans une entreprise dans laquelle l'incidence coût est assez importante, l'incidence évitement est assez importante, l'incidence contournement n'est pas forcément très importante par rapport à tout ce qui se passe au sein de la structure. Et donc on propose à l'entreprise d'avoir cette photographie de sa situation pour ensuite pouvoir l'inciter évidemment à télécharger les résultats et puis à prendre connaissance de ce que veulent dire ces résultats par rapport aux chiffres auxquels il est arrivé en répondant à ces 21 questions précises sur, encore une fois, ces signaux faibles des situations d'illettrisme. Voilà. Et à partir du moment où il a téléchargé ces résultats, donc il a des éléments d'information, d'explication sur le coût, pourquoi est-ce qu'on arrive à de telles situations. Et on l'invite ensuite à prendre connaissance, à prendre contact avec son OPCO de référence pour que son OPCO de référence, qui a été organisé par ailleurs, puisse prendre en charge par la suite ce répondant qui souhaiterait aller plus loin, qui souhaiterait être accompagné, qui souhaiterait former, qui souhaiterait rentrer dans un dispositif qui lui permette d'avancer par rapport à cette situation. Donc l'outil Evagile oriente ensuite vers l'OPCO de référence pour que cet OPCO puisse ensuite prendre en charge la demande et accompagner la structure qui serait passée par Evagile. Il y a par ailleurs un certain nombre d'éléments d'information qui sont mis à disposition, en particulier par l'agence, qui permettent dans un premier temps de commencer à répondre à un certain nombre de questions sur ces problématiques d'illettrisme. Vous voyez, développer les compétences de base, de quoi parle-t-on, comment aborder l'illettrisme en entreprise, comment évaluer les compétences de base, etc. Donc là, des supports, des documents, des capsules vidéo, un certain nombre de ressources qui sont mises à disposition d'ores et déjà par l'agence pour faire en sorte que la personne de son côté puisse commencer à progresser et à avancer par rapport à ces questions-là. Alors, à ce jour, sur Evagile, rapidement, pour terminer, on a 349 entreprises qui sont allées au bout du niveau 2 sur l'indicateur 10%, 25%, 50%, 75%, 255 qui sont allés au bout du niveau 3. Vous voyez que ce sont essentiellement des structures qui nous viennent du BTP, de la fonction publique, de l'agroalimentaire, du service à la personne, de l'industrie, globalement, voilà, pour les secteurs d'activité qui ont été mobilisés aujourd'hui autour de cet outil Evagile. Qu'est-ce qu'on retrouve en termes de résultats importants? Alors là, évidemment, il y a plein de statistiques qui peuvent être traitées au travers d'Evagile, mais j'ai repris ce qui me paraissait les plus déterminants. Des refus d'aller en formation, oui, c'est un constat pour 64% des personnes, des structures qui sont allées au bout du diagnostic. Des refus d'évolution, oui, c'est le cas pour 70% des entreprises qui ont répondu à Evagile.
des comportements jugés frondeurs, donc avec des personnes qui ne font pas leur travail de reporting, qui ne vont pas au bout des démarches, qui créent leurs propres outils, voilà, qui répondent pas favorablement à des demandes de prise d'initiative. Donc oui pour 65%. 59% des structures qui ont répondu nous indiquent qu'elles ont aménagé des postes de travail où elles ont été obligées de revoir l'organisation du travail compte tenu de la détection de personnes qui ne seraient pas en capacité de pouvoir progresser, évoluer au gré des besoins de la structure. 68% des structures interrogées, vous voyez, qui sont passées par Evagile, estiment qu'il y a, oui, il y a bien ces stratégies de compensation et ces recherches de solidarité locale au sein de l'organisation. Et puis, dernier point, dernière planche sur ces questions-là. Des personnes non formées depuis plus de 10 ans. Malheureusement, 49% des structures nous disent oui, c'est possible que au sein de mes effectifs, des personnes aient pu échapper depuis plus de 10 ans au dispositif de formation. Autre résultat probant, des surréactions, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à un changement. Donc, où jusqu'à présent, on n'avait pas mis le mot illettrisme derrière une réaction violente qu'on avait jugée violente, en tout cas de changement de poste, ou de changement d'équipe, ou de changement d'effectif. Donc, pour près de 70% des répondants sur ces questions. Et puis, un sentiment globalement qui a à la fois des glissements de fonction et des surinvestissements pour transmettre des informations pour 60 à 70% des répondants sur ces questions. Voilà, je vous propose de m'arrêter là, puisque le temps imparti est écoulé de mon côté, et pour répondre à d'éventuelles questions. Évidemment, je mettrai à disposition ces slides-là et ces supports-là pour tous les participants. Merci Pascal. On a des réactions auxquelles Anaïs a répondu. Donc, comme on est un peu vraiment dans le Parfait. timing, voilà, les gens repartent quand même avec des réponses. Oui. Il y en a une question qui est posée par Vanessa, qui arriverait en fait sur la phase d'après diagnostic. Oui. Est-ce que ce n'est pas compliqué, d'évoquer cette difficulté, d'illettrisme avec le salarié? Et du coup, comment les salariés vivent le fait qu'on pointe, ce problème, voilà, au sein de leur entreprise? Évidemment, c'est toujours très compliqué de poser ces questions-là, d'aborder ces questions-là directement et frontalement avec un salarié, d'autant plus, vous l'avez compris, qu'il y a une incidence psychologique importante derrière ces questions-là. Donc, il faut traiter de cette question-là psychologique et en tout cas, quand on aborde cette question, il faut avoir en tête l'ensemble de ces éléments. C'est une évidence. Et encore une fois, dernier point, après je vais répondre. Le fait qu'on puisse constater qu'un certain nombre de salariés ne vont pas en formation, refusent d'aller en formation, sont absents lorsqu'il y a une formation, c'est évidemment révélateur de cette état psychologique-là, de cette peur, de cette angoisse, de ce manque de confiance. Alors, l'idée quand un manager ou quand un dirigeant a pu détecter qu'effectivement il avait dans son effectif des personnes qui seraient susceptibles de relever de ces situations d'illettrisme, d'abord, il faut chercher à la rassurer. Il faut partir du principe que la ressource principale qui manque à une personne qui est en situation d'illettrisme, c'est la confiance. Confiance en lui, confiance en son employeur à pouvoir l'accompagner dans une évolution, confiance dans l'avenir, confiance sur un certain nombre de sujets. Donc, il faut quelque part arriver à donner à cette personne des garanties sur l'idée qu'on cherche à être bienveillant, on cherche à accompagner, on cherche à former, on ne cherche pas à stigmatiser, on cherche à mettre en place une solution qui pourra paraître efficace et cohérente par rapport à ce qui est vécu. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'abord de s'appuyer sur des situations de travail. Il faut d'abord pouvoir ramener la confiance, en faisant en sorte que le salarié puisse détecter que ce qui va être fait pourra l'aider dans son quotidien. Voilà. Et il n'y a rien de mieux pour créer cet effet déclic-là et pour qu'ensuite, potentiellement, cette personne puisse parfois revenir naturellement vers son manager en lui disant « Ok, j'ai compris l'intention et moi maintenant, alors, soit je vais me prendre en charge et je vais aller voir sur du hors-travail ce que je peux faire pour pouvoir aborder ces questions avec un dispositif plus important, soit je veux bien continuer à bénéficier via différents dispositifs disponibles de formation plus importante sur ces questions-là. » Donc, il y a d'abord cette question de la confiance et de chercher à aborder la question avec son salarié en le rassurant sur l'intention. En le rassurant sur l'intention, peut-être aussi qu'une des clés pour pouvoir faire en sorte que la discussion puisse bien se passer, c'est de chercher à faire en sorte que cette action ne reste pas qu'une action isolée et rentre dans un dispositif de relèvement parfois général du niveau de compétence. Et donc, on inscrit finalement la question d'illettrisme
dans une réflexion plus générale autour de l'évolution des métiers, l'évolution du numérique, l'évolution des qualifications, l'évolution de tout ça, pour qu'on ne se sente pas tout seul. Voilà. Donc on bénéficiera peut-être d'un traitement individuel et isolé parce qu'en situation d'illettrisme, parce que avec des problématiques particulières, mais c'est bien si on inscrit cette action-là dans un dispositif plus général et dans une action plus générale. Donc ça c'est une deuxième piste. Voilà, donc cette question de confiance et cette question de faire en sorte que le salarié puisse véritablement détecter qu'il y a de la bienveillance derrière l'action qui va être mise en place. Encore une fois, tout à l'heure, je vous disais, parfois on constate que les salariés préfèrent sortir du système, préfèrent démissionner, préfèrent être absents. Donc il faut absolument éviter ces situations de rejet, de refus, de blocage par rapport à ces questions-là. Autre élément, quand un dirigeant détecte qu'il y a au sein de son effectif une personne en situation d'illettrisme, c'est bien si on mobilise le manager, c'est bien s'il y a un accompagnement de proximité par rapport à la situation, ne serait-ce que pour, dans un deuxième temps, que les acquis de la formation puissent être bénéfiques sur le poste et qu'on ait ce sentiment d'un retour sur investissement qui soit intéressant, qui soit rapide, qui soit prise en compte par son manager. Donc, il faut éviter de stigmatiser, il faut essayer d'intégrer ça dans un dispositif plus général. Il faut travailler sur la confiance, il faut travailler sur le quotidien, il faut travailler sur les difficultés quotidiennes. Il faut avoir ce discours rassurant, ce discours de confiance, de respect de la situation par rapport à cela. Autre point, et il faut également idéalement toujours avoir en tête qu'un salarié en situation d'illettrisme, s'il est encore dans l'emploi, c'est quelqu'un qui a jusqu'à présent développé une intelligence situationnelle très, très, très importante. Et si on peut valoriser cette situation-là, eh bien, évidemment, ce sera d'autant plus intéressant pour que quelques freins, quelques barrières psychologiques puissent être supprimés par rapport à la façon dont on peut aborder cela. Voilà. Et par rapport à tout ce que j'ai pu constater, moi, comme action de remédiation, il n'y a rien de mieux que de chercher à valoriser tout ce qui a été appris, tout ce qui a été déployé jusqu'à présent comme stratégie pour le mettre au service de l'apprentissage, pour qu'effectivement, on n'ait pas ce sentiment d'infériorité par rapport à une sorte de norme qui ferait qu'on saurait tous lire et compter aujourd'hui. Voilà, donc valoriser, redonner confiance, être sur quelque chose, un discours rassurant, intégrer le manager si possible, intégrer cela dans un dispositif plus général si possible, faire comprendre que la structure souhaite faire en sorte que ce salarié-là puisse être toujours là dans 10 ans. Voilà. Vraiment donner de la perspective et donner l'envie à la personne que c'est important. Voilà. Au-delà de... C'est un enjeu budgétaire, financier, économique important pour moi en tant qu'entreprise. Avoir en tête ces éléments sociaux, psychosociaux. Voilà, ça me paraît particulièrement important que de dire à un salarié, je t'envoie en formation non seulement pour que tu sois plus efficace, que tu sois plus rentable, entre guillemets, hein, mais aussi pour prendre en compte ces situations de mal-être qui peuvent être relativement dramatiques et importantes. Et puis dernier point, après j'arrête, c'est promis, le dernier point qui me vient en tête, ce qui fonctionne en tout cas, par rapport à cet effet déclic, c'est aussi de pouvoir exprimer à cette personne que ce qui va être appris plutôt en lien avec un cadre professionnel pourra être à terme utilisé dans un cadre personnel et rassurer aussi sur l'idée qu'on va pouvoir l'aider peut-être à mieux vivre sa situation familiale, voilà, à mieux prendre en compte l'éducation, l'évolution des enfants, mieux pouvoir se servir d'un outil numérique dont on dispose à la maison, sur lequel pour l'instant, j'ai de l'inconfort, j'ai du stress, voilà, quand on m'apporte cet outil-là. Et donc faire comprendre que ce qui se joue à un niveau professionnel peut, au bout d'un certain temps, pouvoir être utilisé dans un cadre plus personnel. Et ça peut être un facteur de motivation. Que de dire à un salarié, je vais traiter ta situation pro complexe, difficile, et en même temps, je vais pouvoir te permettre d'aborder des questions plus personnelles, plus familiales, plus privées, avec un meilleur confort. Voilà. Donc si je ne le fais pas pour l'entreprise, je peux avoir ce déclic familial.
Merci beaucoup Pascal. Ça suscite beaucoup de réactions dans le chat, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. On doit continuer le déroulé du webinaire et donc on essaiera de répondre quand même aux questions dans le chat au fur et à mesure. Et Pascal, je vous invite aussi à y répondre si vous le souhaitez. Et je repasse la main à Sandra pour la suite du déroulé du webinaire. Juste un dernier point, sur le premier slide, j'ai indiqué mes coordonnées mail. Si vraiment vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à me contacter. Mais il y a autant d'experts autour de cet écran que moi sur ces questions, hein, donc on peut tous être sollicités, Anaïs, Sandra, Géraldine, etc. Évidemment. Merci pour... Je me tais. on peut écouter encore des heures, hein, en tout cas en ce qui me concerne, mais en effet, on a un timing à tenir, donc je vais tout de suite passer la parole à Anaïs qui va illustrer avec le projet pilote. Et comme on a dit, n'hésitez pas à réagir dans le chat et à répondre. Anaïs. Oui, merci Sandra. Bonjour à tous. Déjà, je remercie également Géraldine et Sandra de m'avoir invité à ce webinaire ce matin pour échanger avec vous. On le voit, les échanges, ils sont passionnants et on pourrait en parler des heures. Avant d'intervenir sur effectivement le projet pilote là qu'on a mené en lien avec l'outil Evagile, je voulais revenir très rapidement aussi en écho à ce qu'évoquait Pascal et puis aux commentaires qui sont dans le chat. Dans les entreprises, c'est vrai que le problème de l'illettrisme, souvent, il est mal connu. Il y a une personne qui évoquait l'absence de bienveillance. C'est vrai que souvent, je ne sais pas si on pourrait parler de malveillance de la part des entreprises, mais en tout cas, elles ne connaissent pas ce problème. Et on le voit, les salariés ils sont dans des situations où ils cachent leurs difficultés, parce qu'elle l'évoquait très bien. Et c'est pour ça que cette année, on a fait le choix de vraiment mettre le focus et un zoom sur cette thématique dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, avec une campagne dédiée aux entreprises, aux organisations, puisque chaque année, en fait, on a une thématique. On met un coup de projecteur sur un angle particulier de cette dimension d'illettrisme. Et là, on a fait le choix à la fois de mettre le paquet sur la thématique de l'entreprise, parce qu'on voit que depuis 9 ans que les JNAI se tiennent, on a très peu d'organisations du monde du travail en fait, qui proposent des événements. Les OPCO, les branches sont très peu mobilisées, hein. On est passé de 300 à 700 événements sur la dernière édition et on a peut-être allé une vingtaine d'événements qui s'adresse aux salariés et aux acteurs du monde du travail. Donc ça, c'était vraiment important. Et puis Géraldine le disait et Pascal l'évoquait aussi, les chiffres nous obligeaient cette année à mettre le mot d'ordre sur le monde de l'entreprise, puisque ça concerne plus de la moitié de ces publics. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus pour revenir, vous dire aussi, mais Sandra le fera peut-être en conclusion, qu'on on a alors je ne sais pas si vous voyez le lien, mais une boîte à outils qu'on met à disposition des porteurs d'événements de labellisation, des supports de communication, des affiches, enfin voilà, une mallette, on va dire, JNAI pour accompagner les porteurs d'événements à communiquer sur ce sujet et à s'emparer vraiment de cette campagne. On invite tous les acteurs à s'en emparer, à personnaliser, s'ils le souhaitent, cette campagne. Voilà, je m'arrête pour cette petite parenthèse. Et puis je rebondis donc sur ce qu'évoquait Pascal sur Evagile en vous donnant une illustration d'un projet qu'on a lancé il y a maintenant 1 an. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon support? Oui? Oui. Oui. Alors, avant de rentrer vraiment dans la présentation du projet pilote, vous dire aussi que pour faire connaître cet outil de diagnostic Evagile, on met à disposition une plaquette 4 pages, donc en version papier, mais que vous pouvez aussi télécharger sur le site internet de l'agence, qui explique donc voilà, à qui ça s'adresse, les enjeux. On revient sur ce qu'évoquait Pascal, mais de façon beaucoup plus ramassée sur les différentes étapes du diagnostic, et puis comment aller plus loin après en se mettant en relation avec son opérateur de compétences. Donc ça, c'est un premier support. Et puis on propose aussi aux acteurs de s'emparer d'une vidéo en motion design qu'on a développée, qui là encore complète le support papier. Et puis, on a organisé, pour faciliter le déploiement de cet outil, des sessions de formation. Donc, c'est Pascal qui a eu en charge quasiment la totalité de l'animation de ces sessions à destination des opérateurs de compétences, hein, donc les conseillers qui interviennent auprès des entreprises pour pouvoir faire connaître cet outil et puis surtout accompagner les demandes des entreprises qui résulteraient du diagnostic. Et puis, Pascal a organisé aussi des sessions de formation pour les collaborateurs de la LTCI, nos chargés de mission en région,
formation, les centres ressources illettrisme et puis aussi les membres de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. On avait organisé des actions de sensibilisation et de présentation des outils. Donc on a, je reviens un petit peu en arrière, 1 an en arrière, au moment en fait où on venait de lancer, la plateforme Evagile, on s'est dit: «Comment on peut accélérer, le déploiement de cet outil et puis surtout accompagner, les demandes, des entreprises qui résulteraient du diagnostic Evagile?» Donc on a, obtenu des moyens financiers de la DGFP. On a noué un partenariat avec les opérateurs de compétences qui nous ont aidés à identifier des structures, des entreprises de tout secteur d'activité, toute taille. Je vous ferai une présentation dans un instant, pour pouvoir en fait mener une expérimentation sur l'ensemble du territoire, en métropole et en outre-mer, pour pouvoir faciliter l'accompagnement des entreprises qui auraient identifié un besoin notamment grâce au diagnostic Evagile, et pouvoir leur proposer des solutions sur mesure. Tout à l'heure, Pascal évoquait l'importance en fait de raccrocher les solutions formation qu'on peut proposer aux salariés en situation d'illettrisme à des projets plus larges, plus structurants dans l'entreprise. Donc là, c'est vraiment aussi aller questionner ce volet-là avec les entreprises, les 11 entreprises de ce projet, en s'appuyant aussi pour cela sur des dynamiques locales, des dynamiques partenariales, puisque dans la méthodologie en fait, qu'on a retenue pour ce projet, on propose à l'entreprise de s'entourer d'autres acteurs, tels que notamment le centre ressources et lettrisme, bien entendu, l'opérateur de compétences, mais aussi des organismes de formation, d'autres structures, par exemple les associations Transition Pro dans les territoires, qui peuvent avoir un intérêt à coopérer avec les entreprises pour apporter une réponse aux besoins de l'entreprise. Donc c'est un projet qui a été lancé il y a 1 an. On a conduit dans, les 11 structures des ateliers qu'on a appelés des ateliers de prototypage qui permettent de mettre autour de la table, donc les acteurs internes de l'entreprise et puis les partenaires extérieurs, pertinents à mobiliser pour, construire et modéliser en fait de façon collective une solution clé en main, pour l'entreprise, avec un plan d'action derrière très opérationnel qui lui permet de répondre, aux besoins, qui ressortent du diagnostic Evagile, jusqu'à l'entrée en formation de salariés, confrontés à l'illettrisme. En allant questionner à chaque étape, de ce plan d'action et de ce parcours entreprise, qui on mobilise, comment, de quelle façon, à quel moment, avec quel support et cetera. Et toujours, en partant vraiment du projet de l'entreprise qui est très différent, d'une entreprise à une autre et je vous donnerai un exemple, tout à l'heure. Le projet, il se terminera en fin d'année. On est en train de construire avec la consultante qui accompagne les structures, les livrables, qu'on souhaite après diffuser très largement, auprès des acteurs du monde du travail. Donc on aura 11 prototypes de parcours entreprise puisqu'on aura une solution, sur mesure par entreprise, qu'on va capitaliser dans un guide des bonnes pratiques, pour justement faciliter la diffusion de ces parcours. Et puis, on est en train de réaliser aussi dans chacune des organisations des témoignages vidéo, des acteurs qui sont impliqués dans le projet, donc des DRH, des responsables formation, on a des représentants du personnel aussi pour certaines organisations qui ont participé au projet, pour pouvoir, voilà, valoriser, leur engagement sur cette thématique. Et puis on souhaite faire en fin d'année une deuxième série de vidéos pour donner cette fois la parole à des salariés, qui seraient, entrés en formation ou qui s'apprêteraient en tout cas à rentrer en formation, pour sortir de leur situation, d'illettrisme. Donc on a 11 entreprises, je vous le disais, qui sont mobilisées sur ce projet. En métropole, et en outre-mer, on a 4 structures en outre-mer. Donc on est vraiment sur des structures, et organisations, tout secteur d'activité. On a des entreprises, qui appartiennent au secteur de la restauration collective, du loisir, du tourisme. On a aussi pas mal d'organisations qui appartiennent au champ de l'IAE, l'insertion par l'activité économique, dont on a de l'entretien d'espaces verts également. Heu, on a une entreprise qui appartient au métier de la sécurité, du gardiennage, donc avec des tailles, là encore, vraiment très, très différentes. Je crois que la plus grosse, c'est 17 000 salariés, et puis la plus petite, on doit être sur une entreprise de même pas 10 salariés. Donc ça nous permet d'avoir un panorama assez large et d'aller questionner aussi des solutions, très différentes finalement d'une entreprise à une autre. Ce qu'on a pu constater sur les sujets en fait qui ont été, évoqués par les entreprises, on a pu
les regrouper autour de trois grandes thématiques, pardon. Tout ce qui touche d'abord au diagnostic. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent dans les entreprises. C'est comment on va identifier les personnes qui sont en difficulté, comment on peut mettre en interne un processus de repérage qui va permettre de repérer les personnes sans stigmatiser, sans pointer du doigt aussi leurs difficultés, mais comment on intègre ce diagnostic dans quelque chose de plus valorisant pour l'ensemble de nos salariés. On a aussi beaucoup d'entreprises qui se sont questionnées, bien évidemment, sur la formation. Quel type de formation on va pouvoir mettre en place? Comment on s'appuie sur les situations de travail? Est-ce qu'on va vers de la formation certifiante ou pas? Comment on finance les parcours de formation? Donc ça, c'est les 11 entreprises, en fait, ont intégré cette dimension dans leur plan d'action et dans leurs solutions. Et puis, on en a aussi plusieurs qui se sont posé la question du numérique et comment, dans le cadre de notre transformation numérique, on peut intégrer les salariés qui ne maîtrisent pas les compétences de base, comment on ne les laisse pas de côté, avec quel accompagnement spécifique, quelle formation. Donc ça, c'est quelque chose qui était aussi très, très présent. Donc ce projet, il est en cours, il se terminera en fin d'année. On a prévu de pouvoir organiser un séminaire de restitution sur novembre ou décembre 2022. On n'a pas encore la date exacte, mais on vous la communiquera, bien entendu, pour faire connaître en fait les résultats de cette expérimentation et puis préparer l'étape d'après qui sera le déploiement des prototypes des 11 entreprises. Alors, ce qu'on a pu constater aujourd'hui à date, puisque le projet n'est pas encore terminé, achevé, c'est que l'usage de l'outil Evagile, il a permis certes de sensibiliser en fait les entreprises sur ce sujet, mais on a beaucoup d'entreprises qui nous ont dit, nous, on a trouvé cet outil très intéressant parce que il nous a permis de nous interroger aussi plus largement sur nos politiques de formation, sur nos processus de recrutement, sur nos projets RSE dans l'entreprise qu'on souhaite mettre en place et comment on va intégrer les salariés qui ne sont pas qualifiés, qui ne refusent toujours d'aller en formation, qui sont les plus en difficulté dans ces projets-là. Donc ça a vraiment été pour ces entreprises, c'est elles qui le disent, hein, une amorce et un levier pour pouvoir agir plus largement sur le sujet et comment on intègre ce sujet dans nos projets. Alors, pour vous donner un exemple concret d'une entreprise qui participe à ce projet, on est sur une entreprise donc, de 17 000 salariés implantée en Île-de-France qui est dans le secteur du loisir. Du tourisme, avec une très grande diversité de métiers. Ça va de la sécurité à l'entretien d'espaces verts, à la restauration, l'hôtellerie. Donc avec des profils vraiment très différents. Et donc eux, en fait, avaient un projet structurant de transformation numérique pour l'ensemble de leurs salariés, notamment lié à la crise sanitaire où les salariés ont dû pouvoir accéder à un certain nombre d'informations via des outils numériques mis en place par l'entreprise. Et ils se sont rendus compte à ce moment-là que certains salariés n'accédaient pas au coffre-fort numérique, aux documents mis à disposition, n'arrivaient pas à faire des demandes de congés ou transmettre des documents via ces nouveaux supports numériques. Donc, ils se sont questionnés sur pourquoi. Et c'est comme ça qu'on a fait rentrer par la petite porte, du coup, le sujet de l'illettrisme dans cette entreprise. Donc, ils ont construit une solution que je trouvais très intéressante parce que ça fait aussi écho à ce que Pascal évoquait tout à l'heure sur comment on mobilise les salariés à rentrer dans un parcours de formation, comment on les motive, comment on leur redonne confiance. Et là, cette entreprise a fait le choix en fait de construire un processus qui permette l'inclusion numérique de tous les salariés. Donc, ils n'ont pas retenu en fait l'entrée illettrisme compétences de base. La porte d'entrée de leur projet, c'était vraiment le numérique, ce qui a permis d'embarquer en fait l'ensemble des salariés. Et ils ont souhaité dans les réponses en fait proposées aux salariés partir de leurs besoins propres. Et ils ont vraiment insisté sur les besoins au travail. Donc avec une analyse des situations de travail, des difficultés pour pouvoir pallier à ces difficultés-là, mais aussi sur les besoins personnels. La DRH nous a dit, voilà, nous, on veut que nos salariés soient en capacité de pouvoir prendre un rendez-vous sur Doctolib, pouvoir accéder à Pronote pour les parents qui veulent suivre la scolarité de leurs enfants, acheter un billet de train, etc. Ça, c'est quelque chose pour nous qui est vraiment très important, qu'on veut valoriser dans le projet. Donc, on n'était pas sur du professionnel stricto sensu, mais sur quelque chose de plus large. Et c'est vrai que ça, c'est un levier auprès des salariés. On voit qu'il fonctionne très bien. Voilà, donc j'ai été un peu longue, parce que je vois qu'on a un timing un petit peu serré. Du coup, je m'arrête là. Je ne sais pas s'il y a eu des questions, sinon on pourra peut-être les prendre un peu plus tard. Merci Anaïs. Moi, je n'ai pas eu de questions, mais ça permettait bien d'illustrer, je trouve, d'avoir cet éclairage aussi avec le projet pilote. Tu disais tout à l'heure, donc
c'est difficile de mobiliser, qu'il y a peu d'actions autour des entreprises. Et nous, avant de conclure et terminer, on voulait vous présenter, comme je l'ai dit, un témoignage régional à travers l'exemple de Pôle emploi Lisieux, puisqu'il y a quand même pas mal d'actions qui sont menées. Alors, on sait qu'en Normandie, depuis des années, il y a beaucoup d'actions lors des JNI qui sont portées par la région Normandie, par plein d'acteurs. Et il y a pas mal d'actions tournées vers les entreprises quand même si c'est toujours compliqué de les mobiliser, comme on l'a dit, mais quand même. Et je vais laisser donc la parole à Razika Werdan pour illustrer ce qui a pu être fait sur le territoire de Lisieux, justement, pour mobiliser les entreprises. Oui, tout à fait. Donc, comme vous le savez, Pôle emploi est engagé depuis de nombreuses années dans la lutte contre l'illettrisme, aux côtés de l'Agence nationale d'action contre l'illettrisme et le Centre de ressources illettristes Normandie, rattaché au Carrefour. Bref, ça se traduit notamment par la mise en place de référents illettrisme, que ce soit côté demandeur d'emploi que côté entreprise, de psychologues du travail. Et bien évidemment, on s'appuie sur un large réseau de partenaires. On essaie au quotidien d'offrir des solutions concrètes au public en difficulté avec la lecture, avec l'écriture, mais aussi avec les usages numériques, que ce soit auprès du public demandeur d'emploi que du public entreprise. L'année dernière, dans le cadre des GNI 2021, nous avons labellisé une action qui s'est déclinée en 2 points. En fait, on a profité qu'au niveau de nos espaces, au niveau de l'agence Pôle emploi Lisieux, en agence de demain, on a pu réaliser 2 événements simultanés. Mon job, mon entreprise et écris ton job. Mon job, mon entreprise, en fait, on a organisé des tables rondes. C'était des échanges de pratiques et des discussions avec les professionnels et les acteurs du territoire qui ont pu présenter aux partenaires, aux élus, leur méthode d'accompagnement pour les salariés, pour les stagiaires en situation d'illettrisme. Donc, ça se traduit notamment par des plannings adaptés aux salariés, des évaluations, des méthodes pédagogiques, des accompagnements spécifiques personnalisés. Et on a pu aussi présenter les 3 outils qui ont été mis en place là en 2021, EVA, Evacob et Evagile qui vous a été présenté, de manière à pouvoir sensibiliser à la fois les employeurs et les partenaires sur ces 3 outils qui sont intéressants. Donc le premier, EVA, comme vous le savez, il a été lancé par Betacouv dans le cadre du PIC, la plateforme d'évaluation des compétences transversales et des certains savoirs de base. Evacob, qui est la plateforme d'évaluation de compétences de base de la NLCI par rapport au problème d'illettrisme, et puis Evagile qui nous a été présenté, qui est un outil super intéressant et dont les entreprises s'approprient de plus en plus. Au niveau des tables rondes, il y avait également les membres du GIL, donc c'est un groupement d'employeurs, l'Exovien. C'est un groupement d'employeurs qui a signé la charte avec FAS, donc tout ce qui est lutte contre l'exclusion. Et c'est un groupement d'employeurs où il y a une trentaine d'employeurs et ce sont essentiellement des entreprises inclusives avec lesquelles on travaille bien, où les demandeurs d'emploi les plus en difficulté peuvent être amenés à faire des périodes d'immersion de manière à découvrir des métiers et puis voir un peu, mesurer leurs compétences par rapport à un métier donné et voir ensuite quelle action on pouvait mobiliser de manière à pouvoir favoriser leur intégration dans l'entreprise par des mesures Pôle emploi, que ce soit l'action de formation préalable au recrutement ou la préparation opérationnelle à l'emploi, ou sinon passer également par l'apprentissage et le contrat de pro en partenariat avec les OPCO. Je pensais notamment à une entreprise, donc Fougeray, qui est président du GIL, qui avait recruté une personne qui avait été licenciée, donc qui était sur le dispositif CSP. C'était une personne qui en fait avait désappris à lire, à écrire et qui se trouvait dans une situation d'illettrisme total. L'entreprise était petite, ils n'avaient pas fait l'effort de la formation. Et en fait, suite à une période d'immersion, on a pu mettre en place cette action de formation en interne, un tutorat, de manière à ce que la personne puisse réaliser les gestes professionnels en étant accompagnée par un tuteur dans l'entreprise. Et après avoir retrouvé confiance en lui, il a pu accepter justement de pouvoir monter en compétence et de passer le dispositif CLEA pour les savoirs de base. Parce que comme disait notre partenaire, que les entreprises sont bienveillantes. Et comme a dit Monsieur Moulette, l'objectif, c'est montrer aux salariés que notre objectif, c'est pas de les mettre en difficulté, mais au contraire de les accompagner, qu'ils se sentent mieux à l'aise par rapport à leurs collègues et aussi qu'ils soient beaucoup plus efficaces dans leurs gestes professionnels. Donc ça, c'était mon job, mon entreprise. Bien évidemment, on s'appuyait sur les organismes de formation. En parallèle, on a mis en place Écris ton job,
En même temps, c'était un job dating avec les structures d'insertion par l'activité économique, avec un public ciblé. C'était des demandeurs de formation qui sortaient du dispositif lire, écrire, compter, ou qui étaient repérés au fil de l'eau par les conseillers demande. Et en fait, c'était des rencontres entre les demandeurs d'emploi et les employeurs toutes les 15 minutes de manière à anticiper les recrutements. Donc, sur cette action de l'année dernière sur laquelle on a obtenu un prix, en fait, il y a 35 demandeurs d'emploi qui ont été présentés aux structures d'insertion par l'activité économique et aux entreprises qui étaient présentes au job dating. 6 ont signé un contrat de travail, 3 ont pu réaliser une période d'immersion et 9 personnes étaient en attente sur la plateforme d'insertion par l'activité économique. Maintenant, c'est une action qu'on a pu mettre en place l'année dernière en s'appuyant aussi sur les structures d'insertion par l'activité économique. Mais nous, au niveau du pôle emploi de Lisieux et comme tous les pôles emploi de France et de Navarre, on sait bien que lutter contre l'illettrisme au travail, on est tous concernés au quotidien. Il faut que ce soit quelque chose qui soit ancré dans les pratiques. Donc, je vais vous présenter, par exemple, très brièvement, une action qu'on a pu faire Pôle emploi avec les entreprises de notre territoire en 2017, parce que voilà, on a un partenariat avec les entreprises pour lutter contre l'illettrisme au fil des années. Donc, c'était aussi avec la NLCI. On avait organisé une table ronde 100% à destination des employeurs. Là, par contre, il n'y avait pas de demandeurs d'emploi, c'était un focus entreprise. C'était une table ronde comment lutter contre l'illettrisme en entreprise, avec 7 entreprises dont les secteurs d'activité couvraient l'ensemble des secteurs d'activité de notre territoire, avec des élus, notamment le député qui était nouvellement élu et qui est aussi conseiller départemental, parce qu'on sait bien que les élus aussi, ils sont amenés à être en contact avec les citoyens qui peuvent être demandeurs d'emploi ou salariés en situation d'illettrisme ou d'analphabétisme. Il y avait également l'ex-Coparef qui était présent et les organismes de formation qui dispensent des formations pour lutter contre l'illettrisme. Et en fait, ces entreprises ont accepté de témoigner de leur expérience en tant qu'employeur de salariés ayant une maîtrise insuffisante de la lecture et ou de l'écriture dans l'exercice de leur profession. Et en fait, les entreprises ayant des salariés avec des difficultés pour l'écriture et la lecture ont pu nous faire part d'un constat, des actions qu'ils peuvent mettre en œuvre, qu'ils ont pu mener de manière à pouvoir pallier à ces difficultés et redonner confiance aux salariés qui, en général, passent par des situations de contournement parce qu'ils n'osent pas exprimer et avouer leur situation d'illettrisme, et nous ont fait part aussi de leur attente auprès des acteurs de l'emploi et de la formation, parce que bien évidemment, les employeurs se sentent parfois en difficulté face à cette situation d'illettrisme de leurs salariés dans leur acte professionnel. Comme je vous disais, les entreprises ont accepté de témoigner. Il y avait également des salariés qui étaient présents et bon nombre d'entreprises nous ont expliqué qu'ils étaient confrontés à cette situation et ce, quel que soit le secteur d'activité qui était concerné. Les témoignages des entreprises concernaient différents thèmes. C'était quand et comment repérer un salarié illettré, quelles difficultés pratiques sont posées par l'illettrisme dans les actes professionnels, on entend bien? Quel impact sur le salarié lui-même? Quel impact sur ses relations professionnelles et sur le travail d'équipe? Et quelles solutions en termes d'outils, d'organisation et de management? Et donc, par rapport à ça, on s'est aperçu que, quel que soit le secteur d'activité, donc il y a eu 7 entreprises qui étaient présentes. Il y avait une maison de retraite, une entreprise de bâtiment d'agencement de magasins, une entreprise de déménagement, un HARA, une entreprise d'espace vert, une entreprise de travaux publics, une structure d'insertion et une mairie, donc administration. Et en fait, pour vous donner quelques exemples, comme il a été évoqué par Monsieur Moulette, en fait, on découvre l'illettrisme, que ce soit dans le personnel encadrant, mais surtout dans le personnel ouvrier, parce qu'il passe par des situations de contournement, parce qu'il y a une sursollicitation de collègues où quelquefois on a d'excellents professionnels, mais qui ne font pas de reporting par rapport par rapport à leur hiérarchie. La difficulté de l'illettrisme vient aussi des évolutions réglementaires de certains métiers. Je pense notamment à une entreprise de travaux publics qui nous disait qu'ils avaient d'excellents manœuvres en travaux publics, sauf que l'évolution réglementaire a fait que ces ouvriers-là
doivent être titulaires de ce qu'on appelle l'AIPR, l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux, hein, parce que bien évidemment, on essaie de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de zones blanches sur notre territoire, parce qu'une entreprise ne peut pas s'installer sur un territoire où on n'a pas accès à Internet. Et donc, par rapport aux différents, ce qu'il peut y avoir dans le sol, que ce soit l'eau, le gaz, l'électricité, il y a cette AIPR qui est obligatoire. Et c'est une formation qui passe par Internet. Et ils disaient qu'ils étaient en difficulté parce qu'ils avaient d'excellents manœuvres travaux publics qui refusaient de se présenter en formation parce qu'ils ne se sentaient pas capables. Et en fait, il y a tout un travail de bienveillance et de confiance à apporter aux salariés en expliquant que voilà, si la personne essaie d'utiliser les réseaux sociaux, cette connaissance du numérique, entre guillemets, elle peut très bien la transposer sur des gestes professionnels. Donc, il y a le fait de valoriser le salarié et lui redonner confiance. Il donnait aussi un exemple de quelqu'un qui avait été conducteur d'engin et qui maîtrisait parfaitement la conduite d'engin, sauf que en fait, il s'est aperçu que c'était quelqu'un qui n'avait pas de CACES, donc c'est quelque chose qui est obligatoire. Et la personne, en systématique, lors de la présentation à l'organisme de formation, il était tout le temps absent, alors que c'était quelqu'un qui était toujours à l'heure au travail, rien à dire, il travaillait très très bien. Et en fait, cette absence à la formation, il a été convoqué et comme il avait peur justement d'être licencié, il a avoué son illettrisme et il a pu être accompagné par la confiance en soi, par la bienveillance, de manière à ce qu'il puisse accepter au fil de l'eau de se former pour continuer à exercer son métier. On avait aussi le cas d'une entreprise de déménagement où il y avait des personnes, voilà, un déménageur qui était super efficace, très impliqué, très investi, qui s'entendait bien avec l'équipe, mais qui par contre refusait de passer le CACES nacelle, donc c'est la nacelle élévatrice pour pouvoir intervenir quelquefois lorsqu'on ne peut pas passer dans les escaliers, et qui refusait de devenir chauffeur, déménageur, donc qui refusait de passer les permis poids lourds. Et en fait, il s'était aperçu que c'était un ancien, entre guillemets, dans l'entreprise qui avait des plannings préétablis, qui travaillait beaucoup par code couleur, donc il s'était organisé dans son travail. Et c'est lors d'un rendez-vous en aparté avec la RH sur lequel il y avait une relation de confiance qu'il expliquait que s'il était que aidant et s'il ne s'autorisait pas à conduire ou à conduire une nacelle, c'est parce qu'en fait, voilà, il était en situation d'illettrisme, qu'il était dans l'incapacité d'aider ses enfants et qu'il ne se sentait pas capable. Donc, il a fallu passer justement dans un premier temps par un apprentissage des savoirs de base. Et après, évidemment, au fil de l'eau, mais c'est un travail de longue haleine, petit à petit, il a pu prendre confiance en lui et justement monter en compétences. On parlait de situation d'illettrisme pour le personnel encadrant. Alors, c'est vrai que ça reste quand même anecdotique, en tout cas sur notre territoire, mais je pensais à 2 cas de figure qui avaient été présentés. L'entreprise de menuiserie d'agencement, donc c'est une personne qui a racheté l'entreprise il y a quelques années. Et en fait, il y avait un des chefs d'équipe qui était pareil, un excellent professionnel qui maîtrisait très bien son métier, très bonne relation avec l'équipe, mais en fait, 100% des ordres étaient donnés à l'oral. Et en fait, tous les reportings qu'il lui faisait, c'était à l'oral, rien n'était fait à l'écrit. Et en fait, lorsqu'il demandait, de faire, quelque chose, donc un reporting écrit, que ce soit par rapport à des données, par rapport à des chiffres, par rapport à des stats, il avait tendance à solliciter la secrétaire en évoquant qu'il n'avait pas le temps parce qu'il devait aider tel et tel collègue. Et en fait, il sollicitait, des collègues qui l'aidaient, par rapport à ça, et c'est au fil de l'eau qu'il s'est aperçu que cet encadrant, en fait, avait un problème d'illettrisme et qui s'appuyait sur la secrétaire pour les reportings et sur les chargés d'affaires, et cetera, de manière à pouvoir faire ses comptes rendus. Il y avait également le cas d'un monsieur qui était, chef d'entreprise, en maçonnerie qui, voilà, qui était en capacité de créer une maison de A à Z, qui s'appuyait, beaucoup sur sa femme et c'est sa femme qui faisait tout. Et c'est l'organisme de formation qui nous disait qu'en fait, il a été obligé d'apprendre à lire, à écrire au moment du décès de sa femme parce qu'il avait plus personne sur laquelle s'appuyer parce que c'était une très petite entreprise. Et c'est vrai que cette situation d'illettrisme auprès des entreprises, c'est quelque chose qui est étendu et je pense que sur tous les territoires de France et de Navarre. Il est aussi de notre rôle de Pôle emploi de pouvoir accompagner les entreprises à trouver des solutions, à faire part d'outils qui existent et qui évoluent et utiliser justement le partenariat avec le Carré Foref et le partenariat avec les OPCO, de manière à trouver des leviers d'action et tout en travaillant sur la confiance, la relation de confiance qu'on peut avoir avec les salariés et la bienveillance.
Donc 2 actions qui ont été faites, 100% entreprise, un exemple au niveau de Pôle emploi de Lisieux. Merci beaucoup, Razika. C'était très intéressant et ça illustrait très bien tout ce que Pascal Moulette nous a démontré. Malheureusement, alors le temps est dépassé largement, mais ça, c'est toujours compliqué de tenir le timing. Du coup, on va faire une petite conclusion très rapide hein, en vous disant avec Géraldine, Aïcha et moi qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter en région pour les actions que vous souhaitez organiser pour les JNAI de septembre. On est aussi à votre disposition pour échanger après ce webinaire, j'allais dire, très riche et très dense et qui sera donc visible en replay. On vous enverra tous les documents à l'issue. Je voulais aussi remercier Pascal Moulette d'avoir été présent, d'avoir participé, et puis Anaïs aussi d'avoir apporté l'éclairage national. Si vous avez des questions, enfin, n'hésitez pas à nous contacter, voilà, à nous ressolliciter si vous voulez aller plus loin aussi, parce que je pense que ça va, j'espère, en tout cas on l'espère, je pense que je vais laisser la conclusion pour Géraldine, mais que ça va susciter aussi plein d'envie de monter des actions en septembre, mais même tout au long de l'année, parce qu'on l'a bien dit, hein, c'est au quotidien la lutte contre l'illettrisme. Donc voilà, n'hésitez pas à labelliser des actions en septembre, et je laisse Géraldine pour le mot de la fin. Merci à tout le monde et merci Sandra. Voilà, on a eu plein de retours d'expérience super riches. Donc là, on a parlé de l'outil Evagile que j'espère vous aurez envie de tester en ligne directement et de faire connaître autour de vous, parce que c'était aussi un peu beaucoup l'idée derrière ce webinaire. Il y a d'autres outils qui existent, que ce soit au Centre de ressources illettrisme de Normandie ou au sein de l'ANLCI. Anaïs en a évoqué certains. Il y en a d'autres qui ont été mis en ligne, enfin les sites ont été mis en ligne sur le chat durant le webinaire. Si tout ne peut pas être une JNAI, parce que vous l'avez super bien expliqué, c'est compliqué d'accompagner des salariés ou des demandeurs d'emploi vers une entrée en formation, ça mérite quand même, en tout cas, je crois, d'essayer de travailler des actions, peut-être en partenariat avec les interlocuteurs que vous avez pu avoir aujourd'hui ou d'autres que vous auriez en tête. Les JNAI, c'est surtout d'abord un prétexte pour parler du sujet et pour réfléchir à des actions à venir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, qu'on en discute et qu'on réfléchisse ensemble à des modes d'action. Enfin, vraiment, ça mérite d'être co-construit, je crois. Pôle emploi l'a très, très bien expliqué aussi. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non. Merci. Bon, merci à tout le monde. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.